Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, chers étudiants, bon, ce cours sera dédié, ou bien concernant, oui, il concerne plutôt l'étude ou bien un rappel sur le régime sinusoïdal permanent. Donc, nous allons rappeler toutes les lois, la représentation complexe et la représentation de Fresnel, le calcul des puissances en régime sinusoïdal permanent. Bon, on adopte une notation complexe pour étudier les circuits électriques, parce que la notation complexe nous permet de généraliser toutes les lois fondamentales qui ont été étudiées en régime continu pour les appliquer sur le régime ou bien les circuits qui sont alimentés par un régime sinusoïdal permanent. À toute grandeur instantanée A de t, tension ou bien courant sinusoïdal de valeur efficace A efficace est décrite par la valeur suivante. A de t égale A efficace, racine de 2, cosinus oméga t plus phi de A. Donc ça c'est une grandeur quelconque, elle peut être une tension ou bien un courant. Bon, cette formule, on lui associe la grandeur complexe. Donc la grandeur complexe suivante, A bar égale A efficace, racine de 2 exponentielle J oméga t plus phi A. Bien sûr, J c'est un nombre imaginaire, le nombre imaginaire dont le module égale à 1 et son argument est pi sur 2. Très bien. Ainsi, les lois de Kirchhoff, dans ce cas, s'écrivent en grandeur complexe. Donc, les lois de Kirchhoff, en grandeur de Kirchhoff, en grandeur complexe, s'écrivent donc la somme des courants IN complexes pour tout n égale à 0 et la somme des tensions Vn pour tout n égale à 0. Bon, qu'est-ce que ça veut dire la valeur efficace? Bon, une valeur efficace égale à 1 sur t. Bon, si nous avons un signal par exemple périodique, de période grand T, donc la valeur efficace au carré est égale à 1 sur t fois l'intégrale de ce signal A de t au carré dt, de 0 à t. Donc, on peut par exemple multiplier tout ça par un facteur alpha, qui est un nombre réel. D'accord? C'est un nombre réel. Alpha est un nombre réel. Donc, de là, on peut dire que A efficace égale alpha sur t, l'intégrale de 0 à grand T, A au carré t dt, de tout puissance 1 demi. Bon, si on applique ça pour le cas, par exemple, pour le cas d'un signal sinusoïdal, donc on a 1 sur t égale, par exemple, on remplace ça par une valeur A max, d'accord? On appelle ça A max, amplitude maximale, donc on aura, et R, c'est une résistance, fois par exemple I au carré t dt de 0 jusqu'à t. Ou bien, bon, bien sûr 1 demi à la puissance 1 demi, ou bien c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, v au carré de t sur R, la résistance R, dt. 1 demi. Bon, la valeur efficace, c'est quoi? C'est en quelque sorte la valeur d'une source de tension continue qui a la même puissance délivrée par une source de tension sinusoïdale. D'accord? Voilà. Donc,
A efficace égale à ça. Donc, on va voir que A efficace égale à A max, amplitude max sur racine de 2. Bon, pour le cas de, par exemple, de la tension, donc V efficace égale V max sur racine de 2. Et pour le cas d'un courant, par exemple, I efficace égale à I, pardon, max sur racine de 2. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'on écrit A max égale à A efficace fois racine de 2. Comme ici. Bon, puissance reçue par un dipôle. Puissance reçue par un dipôle. كيفاش نحسبوا la puissance reçue par un dipôle. Bon, هنا مثلا عندنا exemple un dipôle. Donc, traversé par un courant I de T. Donc là, nous avons la tension V de T. I de T, nous allons V de T. Bon, ça c'est un dipôle. Il peut être... bon, le dipôle là est considéré linéaire. Donc il est constitué d'éléments linéaires. يعني يتكون من عناصر خطية. Soit une résistance, soit un condensateur ou bien une self. Bon, la puissance instantanée. Comment calculer la puissance instantanée? Donc la puissance instantanée. La puissance instantanée est définie. Elle est définie par donc P de T égale V de T fois I de T. Donc c'est la tension instantanée multipliée par l'intensité du courant instantané. Bon, la puissance moyenne, donc la puissance moyenne reçue par le dipôle dans le cas d'un régime périodique, par exemple de période T, est définie par donc Pm. C'est quoi? C'est P de T, c'est la puissance instantanée, l'intégrale de la puissance instantanée de 0 à T, ça veut dire sur une période, divisé par la période T. Ça, c'est la définition de la puissance instantanée. Bon, il y a une petite remarque ici. Une petite remarque. La puissance instantanée, ou bien la puissance moyenne, est aussi appelée puissance active. On l'appelle aussi puissance, c'est la puissance active. Donc, c'est-à-dire P moyen, on peut l'écrire V efficace fois I efficace, donc la valeur efficace de la tension, fois le courant efficace, fois la valeur efficace du courant, multiplié par le cosinus phi V moins phi I. Ça veut dire la différence entre les phases. Bien sûr, le cosinus ADA, cosinus phi V moins phi I, est appelé, bien sûr, c'est le facteur, on appelle ça le facteur de puissance. Facteur de puissance du dipôle. Très bien. Et la puissance complexe, puissance complexe est donnée par P complexe égale à 1/2 fois V complexe fois le courant I en complexe conjugué. Ça veut dire la valeur I en complexe conjugué. Et donc, Pm devient quoi? Devient la partie réelle de P, de la puissance complexe. D'accord? De la puissance complexe. Et bien sûr, la partie imaginaire de P complexe, c'est ce qu'on appelle la puissance réactive. Donc on va voir ça un peu plus loin. D'accord? Rappelons aussi qu'en régime sinusoïdal permanent, la loi d'Ohm reste valable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le V en complexe égale Z, c'est-à-dire c'est l'impédance en complexe fois le courant en complexe. D'accord? Donc,
si on considère ça une impédance Z, donc traversée par un courant, le courant ion complexe, donc là, il se crée une DDP entre les bornes de l'impédance Z. Bon, l'impédance Z d'une résistance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'impédance d'une résistance? Donc, Z égale à R. Donc, si nous avons dans un circuit que des résistances, donc l'impédance égale, c'est une résistance, d'accord? Donc, c'est la partie réelle de l'impédance, en quelque sorte. Le condensateur, pour un condensateur, ça pour une résistance, bon, l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. On appelle impédance d'un condensateur. Et l'impédance d'une self, d'une bobine, Z égale à JL oméga. Pour une bobine. Bon. Comment déduire la formule? Bon, on sait que pour un condensateur, on sait que I complexe égale à quoi? Égale à C fois dV complexe sur dt. D'accord? Donc, on dérive la valeur complexe de V par rapport à T, parce que le courant qui traverse un condensateur, c'est V fois dVc sur dt. Donc, si on prend la valeur complexe de V comme V égale, donc V efficace, racine de 2, exponentielle J oméga T plus phi de V. Donc, c'est cette valeur-là. Donc, on aura I égale, donc C fois, on dérive, donc c'est la valeur efficace de V, racine de 2. La dérivée de tout ça, c'est J oméga T fois exponentielle J oméga T plus phi de V. Donc, on sait que V efficace racine de 2 fois tout ça, c'est la valeur de V. Donc, on peut écrire C fois J oméga. Donc, C fois J oméga. Pardon, il n'y a pas de T là, parce que c'est la dérivée de ça. Donc, il nous reste V efficace racine de 2 fois tout ça. Et tout ça, c'est V complexe. Donc, de là, on a V complexe sur I complexe égale à quoi? Donc, égale à 1 sur JC oméga. Et ça, sur ça, c'est quoi? C'est l'impédance. Donc, l'impédance du condensateur, c'est 1 sur JC oméga. On vient de démontrer ça. La même chose pour la self. On sait que V pour la self égale à L fois DI complexe sur DT. Donc, V complexe égale à L fois DI. Si on prend par exemple I, le courant, I égale I efficace racine de 2 exponentielle J oméga T plus la phase phi I du courant, donc L, la dérivée sera I efficace racine de 2, la dérivée de tout ça c'est J oméga exponentielle J oméga T plus phi I. Donc tout ça c'est I, donc il nous reste là J L oméga fois I complexe. Donc vous voyez que V complexe maintenant sur I complexe, ça donne JL oméga, et c'est l'impédance de la self. Bon, l'association de dipôles linéaires d'impédance complexe Zn peut être en série ou en parallèle. Il y a qu'à nous les impédances, par exemple, en série. Par exemple, là, on a Z1, Z2 jusqu'à Zn. Donc, ils sont traversés par le même courant I complexe. Donc là, Z1, Z2 jusqu'à Zn. Et donc, l'impédance équivalente égale à la somme des impédances. Zi, I varie de 1 jusqu'à n. Maintenant, si nous avons des impédances en parallèle, Z1, Z2 jusqu'à Zn, là, on parle de l'admittance. On travaille avec l'admittance. L'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. D'accord? Donc, l'admittance générale, qui est égale à 1 sur l'impédance équivalente. L'admittance équivalente, c'est 1 sur l'impédance équivalente. C'est la somme des admittances. Donc, ça, on l'appelle I1, I2,
jusqu'à IN. D'accord? Donc c'est la somme des admittances. I varie de 1 jusqu'à 1. Ou bien c'est la somme des inverses des impédances. Ça, c'est l'admittance équivalente. Maintenant, étude des phénomènes de résonance. Le phénomène de résonance. Par exemple, l'impédance complexe d'un circuit RLC est définie par l'équation suivante. Ici, nous avons par exemple ce circuit-là, une résistance en série avec une self et un condensateur, soumise à une tension V, donc R, L et C, donc traversée par le courant I. Donc là, l'impédance Z égale à V complexe sur I complexe égale à combien? Donc égale, c'est la résistance R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. C'est la somme des impédances, d'accord? Donc selon la définition des impédances en série, c'est la somme des impédances. Donc on peut écrire Z égale R plus, on met J en facteur commun, L oméga, et là c'est, en fait c'est moins, donc si on fait monter J, ça fait moins J. Donc c'est moins 1 sur C oméga. Donc ça c'est l'impédance RLC en série. Maintenant si on pose par exemple X égale à oméga sur oméga 0, et oméga 0 égale à 1 sur la racine de LC, et Q, on donne Q par exemple égale à L oméga 0 sur R qui est égal à 1 sur RC oméga 0. Ce qu'on appelle ça le facteur de qualité. Facteur de qualité. Alors, l'expression de l'intensité du courant devient alors, l'intensité du courant c'est I en complexe, c'est quoi? C'est V complexe sur l'impédance Z. Très bien. Donc, elle est complexe, I est complexe. Et on peut déterminer donc son module et son argument. Son module devient, son module de I, c'est quoi? C'est le module de V sur le module de Z. Module de V, c'est la valeur efficace par racine de 2. Donc on peut écrire V max, divisé par le module de Z. Donc le module de ce nombre complexe. Donc son module égale à quoi? C'est la racine carrée de R au carré plus tout ça au carré. C'est L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Ça c'est le module du courant I. On peut même décrire ou bien déduire son argument. Donc l'argument, si on prend phi, l'argument du courant, phi qui est égal à argument de I complexe, donc c'est quoi? C'est l'argument de V divisé, moins l'argument de Z. Parce que c'est une division. Donc l'argument de V, si on prend par exemple la phase de V égale à 0, exemple. Si par exemple l'argument de V est égal à 0, donc ça sera l'argument de I égal à moins argument de Z. Et l'argument de Z, c'est quoi? C'est arc tangente la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc phi égale à moins arc tangente L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Ça, c'est phi I, courant I. Bon, mais on peut même écrire I, le courant I comme, bon, puisque le courant I égale à la tension V sur Z, donc il devient V sur, divisé par, on peut écrire R fois 1 plus J Q, le facteur qu'on appelle le facteur de qualité, celui-là, multiplié par X moins 1 sur X. Bon, vous pouvez facilement démontrer ça. Et donc de là, le module de I devient donc V max divisé par donc tout ça, donc c'est R ou bien tout ça pardon, R au carré, plus, bien on fait sortir 1, R parce que au carré, donc on laisse 1, plus Q au carré fois X moins 1 sur X, le tout au carré. Ça c'est le module. Et pour la phase phi de I, donc égal à moins arc tangente, donc ça sur ça. Donc c'est Q
x moins 1 sur x. Très bien. Donc, les deux formules sont exactes. Bon, l'amplitude de I, on voit bien que l'amplitude de I, bon, je vais réécrire, donc l'amplitude de I, donc vaut Vmax sur R racine de 1 plus Q au carré fois X plus moins 1 sur X au carré. Et son argument phi de I égale à moins arc tangente, donc de Q fois X moins 1 sur X. Très bien. Maintenant, le courant I du coup est maximal. Quand est-ce que le courant I est maximal? C'est lorsque cette quantité est égale à 0. Donc, lorsqu'elle n'est pas différente de 0, cette quantité est toujours positive parce qu'elle est élevée au carré. Donc, elle est toujours positive. Donc, cette valeur est maximale lorsque cette valeur en dénominateur, le Q au carré fois X moins 1 sur X au carré est égal à 0. C'est-à-dire lorsque X moins 1 sur X égale à 0. C'est-à-dire lorsque X au carré égale à 1. Très bien. Bon, X c'est quoi? C'est oméga sur oméga 0. Oméga sur oméga 0, le tout au carré égale à 1. C'est-à-dire lorsque oméga égale à oméga 0. Lorsque oméga égale à oméga 0, là, on l'appelle, c'est la pulsation propre, d'accord? Ou bien la pulsation de résonance, c'est la même chose. Donc, pulsation propre ou bien pulsation de résonance. Donc, lorsque oméga égale à oméga 0, ça veut dire pulsation propre, on dit que le circuit est en résonance. Donc, le circuit équivalent, le circuit RLC est en résonance. En résonance. Très bien. Donc là, si on remplace donc x moins x, ça fait 0. Donc arc tangente de 0. Arc tangente de 0, c'est 0. Et donc, I devient égal à V max sur R, le module de I, et sa phase phi I égale à 0 pour oméga égale à oméga 0. La fréquence de résonance, la pulsation de résonance. Et sa fréquence de résonance, ou bien la fréquence de résonance F0, égale à oméga 0 sur 2π. C'est la pulsation propre de résonance divisée par 2π. Dans ce cas, l'impédance Z est minimale. On a donc, dans ce cas, Z égale à quoi? Égale le module de Z, c'est la même chose, est égal à Vmax sur la résistance R. On vient de dire. Vmax, voilà, sur I, pardon, Z, c'est Vmax sur Imax, pardon, hein, est égal à résistance R. Voilà, donc c'est Vmax sur Imax, parce que c'est Z. Hein. Bon, la courbe de résonance est la suivante. En fonction de la pulsation oméga. Donc, nous avons cette courbe-là. Donc, à oméga égale à oméga 0. Donc, nous avons le courant I qui est égal à Vmax sur R. Donc, Vmax sur la résistance R. Maintenant, comment trouver ce qu'on appelle les pulsations de coupure? Donc, les pulsations de coupure, c'est lorsque V, bien, c'est les pulsations pour lesquelles le courant en complexe I égale à I max, d'accord, le courant maximal divisé par la racine de 2. Donc, ça veut dire qu'on remplace I max par V max sur R, donc c'est V max sur R fois racine de 2. Ça, c'est... Donc, donc, on remplace I par sa valeur et on peut trouver... Donc, I, ça vaut V max sur quoi? Sur R fois 1 plus Q fois X moins 1 sur X, en J bien sûr, égale à V max
sur R racine de 2. Donc, on peut simplifier ça et ça. Donc, tout ça égale à ça. R avec R, on peut le simplifier. Donc, ça veut dire que 1 plus J Q X moins X égale à racine de 2. Bien sûr, ça c'est pardon, hein, ça c'est bien sûr le module. Donc, on peut facilement donc trouver la valeur qui mène aux pulsations de coupure. Donc, les pulsations de coupure, là, c'est pour Vmax sur R racine de 2. Donc, ça donne deux pulsations oméga 1 et oméga 2. Donc, de là, on peut tirer oméga 1 et oméga 2. Donc, on a... bon, ça, c'est en module. Hein. Ça, c'est en module. J'ai oublié de mettre le module, bien sûr. Donc, et là, de là, donc on a, ça veut dire 1 plus q au carré fois x moins 1 sur x au carré égale à 2. Et donc, q au carré fois x moins 1 sur x au carré égale à 1. Donc, en fin de compte, on va trouver oméga 1 égale à r sur 2l plus la racine carrée de r au carré sur 4l au carré plus oméga 0 au carré. Et oméga 2 égale à r sur 2l plus la racine carrée de r au carré sur 4l au carré plus oméga 0 au carré. Et on appelle cette bande qui est comprise entre oméga 1 et oméga 2, on appelle la largeur ou bien delta oméga égale à oméga 2 moins oméga 1, c'est la largeur de la bande. Ça, c'est ce qu'on appelle la bande passante. C'est la bande passante. Donc, oméga 2 moins oméga 1, qui vaut delta oméga, c'est la largeur de la bande. Bon, la tension au bord de la bobine est VL. Dans ce cas, VL égale à JL oméga 0 fois le courant ion complexe. Et ça veut dire égal à JL oméga 0 fois I, c'est-à-dire V sur R. Parce que là, le courant est maximal. Donc, le courant est maximal. Donc, VL égale, donc à la pulsation, lorsque oméga égale à oméga 0, on a le courant maximal qui vaut V sur R. Donc, on remplace I complexe par V sur R, donc ça donne JL 100. Et on sait que L oméga 0 sur R, c'est le facteur de qualité. Donc, ça devient Q fois V. Très bien. Pour V au bord de condensateur, c'est 1 sur JC oméga 0 fois I complexe. Donc, ça donne 1 sur JC oméga 0 fois V sur R. Donc, on sait que JC oméga 0 R, c'est le facteur de qualité. Donc, ça devient donc moins J Q fois V. Très bien. Maintenant, si Q est supérieur à 1, on voit bien que la tension VL devient supérieure à la tension V. Donc, on appelle ça, on dit que la bobine est, il y a surtension au bord de la bobine et du condensateur. La même chose, si Q est supérieur à 1, on voit bien que la tension au bord du condensateur est supérieure à celle délivrée par le générateur de tension. Donc, on dit que le condensateur est soumis à une surtension. Bon, si nous avons par exemple un circuit avec des éléments parallèles, ça veut dire une résistance R, une self en parallèle L et un condensateur avec capacité C, traversé par un courant I et tout ce circuit est soumis à une tension V. Donc là, l'admittance Y égale à quoi? Donc égale
I sur V. C'est l'inverse de l'impédance, d'accord? Donc I sur V, ça veut dire qu'il vaut 1 sur R, plus l'admittance de la self, donc 1 sur JL oméga, plus l'admittance de condensateur, ça devient JC oméga. Donc on peut remplacer 1 sur R par G, voilà. Si vous voulez la conductance, donc G plus J fois C oméga moins 1 sur L oméga. Donc l'étude, si vous voulez, de ce réseau, lorsque les éléments linéaires sont parallèles, donc son étude peut être ramenée à celle du circuit RLC en série, à condition de remplacer le courant I par la tension V et la tension par le courant, et R, la résistance par G, et L par C, ça veut dire la self, ou bien l'inductance par C, la capacité, et donc C, la capacité par L, l'inductance. Ainsi, les résultats obtenus pour le circuit série sont utilisables pour le circuit en parallèle, c'est-à-dire, même pour l'admittance Y, le module de l'admittance est minimal lorsque Y min égale à G. Vous voyez, donc Y min égale à G. Donc, on a un effet de résonance lorsque cette partie imaginaire égale à 0. Donc, il prend Y min égale à G pour une pulsation oméga égale à oméga 0. D'accord? Dite pulsation d'anti-résonance. Donc, la pulsation là, oméga 0 est anti-résonance. On l'appelle anti-résonance. Nous pouvons avoir dans ce cas une surintensité. On ne parle pas de surtension. Nous avons la surintensité au bord de la bobine et du condensateur. Bon, on a ce qu'on appelle la représentation de Fresnel. Bon, la représentation de Fresnel. Représentation de Fresnel. Donc, à chaque grandeur sinusoïdale du type A de t égale A0 fois cosinus oméga t plus phi 0, on associe un vecteur d'amplitude A0 et tournons avec la vitesse angulaire oméga, mais que l'on représente à l'instant t0. On va faire la représentation à t0. Bon, à t0, on a f0. Donc, A de t sera représenté comme ça. Donc, il sera représenté avec son amplitude qui vaut A0 et une phase phi0 avec l'horizon. Donc, ça, c'est A. C'est le vecteur A, si vous voulez. Très bien. Donc, A, bien sûr, est représenté à t égale à 0. AT sera représenté donc par un vecteur A de module A0 et faisant un angle phi avec l'axe OX ou bien avec l'horizon. Donc, A, OX. D'accord? La dérivée de A de t, c'est-à-dire dA sur dt, égale à quoi? Donc, si on dérive dA sur dt, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne donc, la dérivée de cosinus. Donc, on dérive ce qu'il y a à l'intérieur, c'est oméga. Donc, on a A0 oméga. Par la dérivée de cosinus, c'est moins sinus oméga t plus phi 0. Donc, moins sinus θ, c'est quoi? C'est cosinus, tout ça, plus pi sur 2. Donc, dA de t sur dt. Donc, on va transformer sinus en cosinus. Ça vaut A0 oméga cosinus oméga t plus phi 0 plus pi sur 2. D'accord? Donc, plus pi sur 2. Donc, on peut représenter dans ce cas la dérivée sur l'axe OX, OY. Donc, comme un vecteur d'amplitude A0 fois oméga, donc A0 fois oméga, mais avec, à l'instant t égale à 0, nous avons phi 0 plus pi sur 2. Donc, phi 0 plus pi sur 2, c'est là. Donc, ça, c'est phi 0. Donc, ça, c'est pi sur 2. Donc, ça, c'est avec un module A0 fois oméga. Donc, on appelle ça le vecteur
dérivée dA de t sur dt. La même chose pour la primitive de a de t. La primitive de a de t, c'est l'intégrale, bon, la primitive, on l'appelle primitive de a de t, c'est l'intégrale de a t dt. Un intégral indéfini, donc ça donne, donc quand on intègre a0 cosinus oméga t plus phi 0 dt, donc ça donne a0 sur oméga 0 et cosinus devient un sinus oméga t plus phi 0. Donc sinus, pour le rendre en cosinus, c'est égal à 0 sur oméga 0 cosinus pi sur 2 moins tout ça, ou bien l'inverse, parce que cosinus c'est une fonction paire. Donc oméga t plus phi 0 moins pi sur 2. Donc on peut représenter sur l'axe OX, OY comme donc oméga t plus moins phi 0, c'est là, plus à l'instant t0, ça c'est phi 0. Donc ça c'est A0 sur oméga. Amplitude A0 sur oméga. Donc, il est en opposition par rapport à celui-là. Donc, on peut les représenter tous les trois sur le même graphe, donc OX, OY. Donc là, on a A0, phi 0. Là, nous avons perpendiculaire A0 fois oméga, d'accord, qui a donc pi sur 2 plus phi 0, pi sur 2 plus phi 0, et là, c'est A0 sur oméga avec une angle de phi 0 moins pi sur 2. Phi sur 2. Donc, il est l'opposé de A0 oméga, si vous voulez. C'est pas l'opposé, mais en opposition de phase, c'est ça. Tandis qu'il est en quadrature de phase avec retard par rapport à A0, et celui-là, A0 oméga, il est en quadrature de phase avec A0, mais en avance. Donc, la construction de Fresnel pour un circuit RLC en série se déduit facilement du schéma de principe précédent. Ainsi, en prenant le courant comme origine des phases, nous obtenons le schéma suivant. Donc, si le courant est à l'origine des phases, donc il est là, ça veut dire phi 0 égale à 0, donc le courant est là. Donc ça, c'est le courant R fois le courant I. Très bien, donc on a là, c'est UL, la tension aux bornes de la bobine UL, et là, c'est la tension aux bornes de condensateur. Donc la résultante, ce qu'on appelle la résultante, c'est tout ça, c'est la tension U, faisant une phase phi avec OX, ou bien ce qu'on appelle l'horizon. Lorsque phi est positive, le courant est en retard par rapport à la tension et le circuit est globalement inductif. On dit que le circuit est inductif. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire si le phi est négatif, donc le courant est en avance par rapport à la tension et le circuit est globalement capacitif. Donc ça, c'est tout pour le rappel concernant le régime sinusoïdal permanent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se voit pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.